Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation, Alexis Rosenzweig. Bonjour Karel Prokop. Bonjour Monsieur Rosenzweig. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Dialogue Paris-Prague, notre podcast en collaboration avec le Centre culturel tchèque, consacré à des personnalités du monde culturel entre la France et la Tchéquie. Ma première question, je ne sais pas si elle vous paraîtra incongrue, c'est est-ce que vous êtes allé voir vos dossiers, les dossiers vous concernant aux archives de la STB, aux archives des services secrets tchécoslovaques? En effet, j'y suis allé. Ce n'était pas mon souci premier, parce que d'ailleurs je me suis pas précipité dans ma patrie natale tout de suite après la chute du mur. J'avais quelques très mauvais souvenirs et je tenais pas trop à les éveiller. Mais en fait, en 1991, la chaîne Arte, canal culturel franco-allemand, a appris que je connaissais personnellement Václav Havel parce que il a témoigné également au procès avec Pavel Tigrid et Jan Beneš, dans lequel je figurais comme le troisième co-accusé. C'était en 1967. Jérôme Clément, le président de la chaîne, m'a demandé de contacter Václav Havel et de faire son portrait, ce qui m'a, je peux dire, obligé de retourner en Tchécoslovaquie. Quand est-ce que vous l'aviez rencontré la première fois, Václav Havel? Je l'ai rencontré lors de mon procès, où il n'était pas à cette période en prison, mais il n'était pas accusé, mais il devait témoigner sur les actions de Pavel Tigrid. Voilà. Il s'est conduit d'une façon extrêmement courageuse. Et je raconte souvent une anecdote, c'est que il a été appelé à témoigner à la barre, donc après l'interrogatoire. Au lieu d'aller s'asseoir dans le public où il y avait les témoins, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et je sais qu'à cette époque-là, c'était déjà un geste extrêmement courageux. Et c'est la caractéristique dont on parle peu en ce qui concerne Václav Havel, mais c'était également un homme qui était extrêmement courageux et qui était prêt à défendre ses idées sur la liberté et la démocratie au péril de sa vie, ce qu'il a fait d'ailleurs. Votre incarcération, ce procès, était lié à votre passage en France pour le tournage de votre premier film, et justement des contacts avec les dissidents, dont Pavel Tigrid, c'est bien ça? Exactement. Et je transmettais des informations que me passaient tout simplement par la poste. Jan Beneš, et c'était souvent des œuvres qui étaient interdites en Tchécoslovaquie et souvent des nouvelles de la vie culturelle, mais également politique, parce que Jan Beneš avait quand même pas mal d'amis, des relations. Il était très engagé dans le je crois que ça s'appelait Tvář, la revue. Et il faisait partie de ce petit groupe qui était un peu le précurseur du printemps de Prague. Une fois le communisme tombé, les archives ouvertes, quelles sont les informations qui vous ont le plus sidéré dans ce que vous avez pu découvrir? Alors, effectivement, c'était quelques années plus tard. Enfin, j'ai fait plusieurs tournages après. J'ai aussi fait un film, toujours pour Arte, sur la séparation de la Tchécoslovaquie, que j'ai filmé directement à la frontière entre la Slovaquie et la Moravie. Je l'ai traité d'une façon un peu comique. C'était peut-être à ce moment-là ou après que je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il y a dans ces archives. Je voulais juste savoir si quelqu'un de mes amis ou ex-amis ou relations n'en a pas dit peut-être un peu trop sur moi.
et comment en fait la STB a découvert ma connexion avec Jan Beneš. À ma grande satisfaction, je dois dire, je n'ai trouvé aucun nom. Aucun de mes amis ne m'a, je ne veux pas dire trahi, mais n'a pas donné des renseignements qui auraient pu me compromettre, alors qu'il y en avait qui savaient certaines choses. Karel Prokop, quand vous regardez le dossier vous concernant, il est un autre nom, Karel Zámečník. Oui. À quel moment et pourquoi avoir changé de nom? Alors, écoutez, c'est très simple, parce que Zámečník, aucun Français n'est capable de le prononcer. Donc, comme j'étais dans le milieu de l'audiovisuel, c'était après mon évasion, après le procès, j'étais acquitté grâce à Otakar Monteil, qui était mon avocat. Qui a fait une brillante plaidoirie et qui a accompli quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, c'est-à-dire que dans un procès où j'étais accusé au début de haute trahison, après de répondre des nouvelles mensongères à l'étranger, et puis finalement j'étais acquitté. Bon, ça s'est jamais vu, donc, mais tout de même, la STB m'a fait savoir très, très brutalement, je dois dire, que je ne sortirais, que même malgré mon acquittement, je ne sortirais plus jamais de ce pays, que je travaillerais plus jamais ni à la télévision, ni dans le cinéma. Donc, je suis retourné pendant quelques mois conduire les gros camions Tatra sur un chantier, ce que je faisais déjà avant parce que j'étais un enfant entre guillemets bourgeois et avant de pouvoir faire des études, j'ai dû me mélanger à la classe ouvrière. J'en ai d'excellents souvenirs d'ailleurs, c'était pas une mauvaise chose. Mais j'ai commencé à préparer mon évasion. J'avais pas de passeport. Finalement, j'ai réussi à m'évader de ce pays qui, à l'époque, était une grande prison en novembre 1967. Et donc, via la Yougoslavie. Oui. Dans des conditions un peu romanesques. C'est-à-dire ça, c'est top secret aussi. Donc je me suis dit, la Tchécoslovaquie pour moi c'est une page de la vie qui se tourne, c'est fini, je recommence une nouvelle vie. J'étais toujours gêné parce que quand j'appelle, je me demandais des rendez-vous, je téléphonais, vous êtes qui? Ah monsieur, je dis je suis monsieur Zámečník. Comment vous pouvez le répéter, Zámečník, Zámec? Bon. Et ça m'énervait et ça me torturait mes oreilles. Et finalement, comme mon deuxième prénom était Prokop, j'ai décidé de l'accrocher à mon nom et d'en faire mon pseudonyme de travail, de cinéaste. Et peut-être si je voulais faire une analyse un peu psychanalyste, peut-être que c'était aussi un désir de finir complètement une page de la vie et en commencer une autre, de devenir, je ne veux pas dire quelqu'un d'autre, mais sincèrement, j'étais persuadé pendant de très très nombreuses années que je ne remettrais jamais plus les pieds dans ma patrie natale. Vous vous souvenez de la première fois quand vous êtes revenu? Ah oui, je me souviens parce que c'était dans l'avion pour justement venir faire le film sur Václav Havel et c'était absolument magnifique. Alors déjà, je ne sais pas comment, le pilote a su que j'étais un ancien prisonnier parce que lui, il était aussi un ancien prisonnier. Et via une hôtesse de l'air, il m'a invité dans la cabine et il a fait avec son tube Polev un tour au-dessus de la prison de Rouzigné pour me le montrer. Mais ce qui était fantastique, c'était à l'époque où Václav Havel était, je crois, réélu ou
je me souviens pas exactement, mais il y avait la première de sa pièce la première fois depuis qu'elle était président au théâtre Nazar Bradley. Et j'étais invité à la première de cette pièce et j'ai pu le revoir et on s'est souri. On était heureux de se retrouver ailleurs que dans une salle de tribunal. Karel Prokop, votre nom reste pour l'histoire lié à celui d'un cousin par alliance, Théodore Monod, que vous avez finalement révélé au grand public grâce à un film. Ça reste l'un de vos plus grands actes de cinéaste ? Non, ce n'est pas... Depuis l'âge de l'enfance, j'étais un peu attiré par l'exploit, l'aventure, les pays lointains, exotiques, la mer. Et j'ai d'ailleurs fait un certain nombre j'ai commencé par des petits reportages et après même des films documentaires qui se passaient sur les mers ou sous la mer ou dans des pays lointains, quelquefois même en guerre. J'ai fait des films au Soudan, en Afghanistan, en Asie centrale. Il se trouve effectivement que j'ai épousé Anne Monod, qui n'est plus de ce monde, qui était donc la cousine de Théodore Monod, qui fait partie d'une grande famille protestante française où il y avait 7 générations de pasteurs. Et c'est un scientifique extrêmement haut en couleur, comme on peut dire, qui a fait énormément de recherches et qui, quand je l'ai connu, il avait déjà 80 ans, mais qui a fait dans ses jeunes années à l'époque, ça se disait pas, mais disons des traversées records tout seul à Chamonix avec 2 chameliers. Je crois qu'il a fait le premier trajet de Nouakchott à Bamako et dans des conditions absolument incroyables. Et il était passionné, quand je l'ai rencontré, par l'histoire de la plus grosse météorite au monde, dont il avait entendu parler quand il était encore à Dakar, comme pendant la guerre. Il a créé l'Institut français de l'Afrique noire. Théodore Monod a décidé de repartir à 80 ans à la recherche de cette météorite. Sans moyens, à l'époque, alors qu'il est devenu après une star, toutes les chaînes de télévision se l'arrachaient. Et il y a eu je ne sais pas combien de films de lui qui ont été faits après. À l'époque, ça n'intéressait personne. Et moi, j'ai trouvé cette idée, ce personnage tellement fabuleux que je me suis dit, c'est pas possible que j'arrive pas à faire un film. Et je me suis fait jeter de pratiquement toutes les chaînes de télévision qui existaient à l'époque, où on me disait, mais c'est quoi cette histoire d'un vieux scientifique que personne ne connaît, qui va chercher un truc, donc on ne sait pas si ça existe ou pas. On m'a même dit dans une chaîne, mais vous savez, on a déjà fait Paris-Dakar, alors le Sahara, le désert, on va pas faire encore d'autres films. Et finalement, grâce à un directeur de programme de Arte, Pierre-André Boutan, qui est un homme extrêmement cultivé et compréhensif, j'ai obtenu le financement qui m'a permis de louer une caméra et un chameau de plus. Et je suis parti à 2, donc Théodore Monod et moi, plus 3 chameliers mauritaniens, 5 chameaux,
et quelques provisions de vivres. On est parti trois semaines dans le désert. C'était une très grande aventure et le film a eu énormément de succès parce que j'ai forcé un tout petit peu la réalité, je l'avoue, parce que je me suis dit que pour attirer le public, fallait pas faire un portrait d'un scientifique austère, mais plutôt d'un vieil aventurier qui est obsédé par cette idée de la plus grosse météorite qu'il voudrait découvrir. Et donc je l'ai présenté, voilà, aussi comme pas Indiana Jones, mais c'était pas tout à fait l'image qu'on se faisait de lui dans les cercles scientifiques. Et donc ça a énormément plu au grand public. Donc on m'a demandé d'en faire dans la foulée un deuxième parce qu'on m'a dit ben oui, c'est très bien, mais c'est quand même un grand penseur, c'est un grand pacifiste, il était de tous les mouvements anti-nucléaires, anti-guerre, voulait faire changer les paroles de la Marseillaise sur le sang versé dans les sillons. Donc j'ai fait un deuxième film, toujours au Sahara, toujours à la recherche de la météorite, mais qui était en fait un prétexte, un décor pour avoir des longs entretiens avec lui pour parler de sa philosophie et de sa vision du monde. Kara Prokop, vous avez tourné dans des contrées lointaines, parfois en guerre, parfois très exotiques. Est-ce qu'il y a un endroit, vous avez également tourné avec Jacques-Yves Cousteau, est-ce qu'il y a un endroit que vous rêveriez de revoir aujourd'hui ? C'est très difficile et je dirais même triste parce qu'il y a beaucoup d'endroits magnifiques c'est des paradis sur terre. Par exemple, des îles qui sont larges du Yémen, où j'ai fait 3 ou 4 films aussi, où j'ai plongé. Et malheureusement, il y a beaucoup de ces endroits qui, aujourd'hui, sont soit inaccessibles parce qu'il y a la guerre et on ne peut pas y aller, ou il y a des cas aussi où il n'y a pas la guerre, mais il y a le tourisme de masse. Et les sites, je parle surtout de la plongée sous-marine, des côtes et des îles, de certaines îles, sont complètement saccagées. Je suis allé pour la première fois plonger à Hurghada, qui est un port sur la mer Rouge, en 72 ou quelque chose comme ça, je crois. Et il n'y avait pas un hôtel. On a dormi sur un bateau dans des conditions précaires, mais les plongées étaient magnifiques. C'était le paradis, enfin, c'était la nature vierge, intouchée par l'homme. J'y suis retourné 10 ans plus tard. Il y avait déjà une dizaine d'hôtels, Hilton et tout. Les récifs étaient déjà beaucoup moins riches. Et j'y suis retourné encore, je crois, 10 ans plus tard. Et c'était un massacre parce qu'il y avait des dizaines et dizaines, pour ne pas dire des centaines d'hôtels qui longeaient la plage sur les kilomètres, des récifs complètement saccagés. Et on m'a même raconté que c'était la destination favorite des gens qui voulaient juste venir au soleil se saouler pendant une semaine. Et voilà, donc j'avais un rêve, mais j'ai réussi à le réaliser. Je suis allé en 88 sur la petite île française qui est entre le Mozambique et le Madagascar, qui est en fait juste un récif qui s'appelle Bassas da India et qui, à marée basse, émerge et fait une surface d'une dizaine de mètres carrés. Et à marée haute, c'est juste un récif, il y a des déferlantes, des grosses vagues, mais on voit même pas les rochers.
Et j'y suis allé avec une expédition qui devait chercher des épaves, parce que c'était considéré comme l'un des plus gros, le grand cimetière d'épaves au monde, surtout des épaves anciennes, parce que c'était sur la route des Indes, d'où partaient les bateaux, les navires portugais chargés de l'or pour payer les soldats, et qui revenaient avec toutes les richesses de l'Orient. Malheureusement, nous n'avons pu rester que quelques jours parce que il y a une tempête qui est arrivée. Et puis il y a un des plongeurs qui s'est fait très gravement mordre par un requin. Donc il y avait un médecin dans notre expédition qui l'a recousu, qui lui a sauvé la vie. Mais on s'est rendu compte que c'était excessivement dangereux et que c'était pas voilà, c'était bon. Et puis effectivement est arrivé un cyclone et qui nous a définitivement décidé de partir. Et pendant des années, j'avais la photo aérienne de cet endroit de Bassas da India accrochée dans ma chambre, et je me disais, je veux y retourner. Et j'y suis retourné en 2010 pour faire un film avec cette île, mais aussi les autres îles qui s'appellent les îles Éparses, et retourner sur cette île en compagnie de mon ami Michel Lourd, directeur ou l'ancien directeur du département de l'archéologie sous-marine française. Et nous avons pu faire quelques recherches. Malheureusement, entre-temps, il y a eu beaucoup de pillages. Il y a eu en particulier des plongeurs qui venaient de l'Afrique du Sud et qui ont, il y avait des milliers, des pièces d'or, d'argent, des lingots, des canons en bronze d'une valeur inestimable, et pratiquement tout a été pillé. Karel Prokop, est-ce que vous revenez en Tchéquie à intervalles réguliers? À intervalles réguliers, non. Périodiquement, j'ai fait quelques films qui étaient soit sur l'histoire tchèque, soit sur, par exemple, sur Franz Kafka, qui n'est pas vraiment, pour les Tchèques, considéré comme un écrivain tchèque. Et donc, ça me donnait l'occasion. J'aimerais y retourner très rapidement. Depuis quand est-ce que vous êtes citoyen français? Écoutez, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'était depuis 1973. Ça a été un grand jour pour vous? C'était... Pour tout vous dire, c'était une grande déception. Parce que j'avais des amis, et j'ai des amis qui ont obtenu la nationalité américaine ou canadienne ou dans d'autres pays, et qui m'ont raconté que c'était toujours une cérémonie qui devait chanter l'hymne, qui devait jurer la fidélité sur la Bible ou à la reine d'Angleterre ou ce genre de folklore. Donc je m'attendais à une petite cérémonie, j'étais convoqué à la préfecture de police. Je me retrouve dans une queue avec un certain nombre de personnes d'horizons très variés, très mélangés. Et finalement, il y a un guichet qui s'ouvre comme ça, une petite fenêtre, et dit « Zameknik, c'est à vous ». Alors je m'approche et on me donne ma carte d'identité. On m'a dit « Vous signez ici, vous êtes français ». Bon. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus digne. Voilà. Karel Prokop, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Dialogue Paris-Prague est un podcast Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en 2022.